Les volcans lunaires ne sont pas en sommeil et pourraient entrer en éruption à tout moment. Pendant des années, cette possibilité est restée ignorée. Mais la mission chinoise Chang'e 5 a apporté une révélation stupéfiante. Les échantillons de sol lunaire ramenés sur Terre contiennent un élément totalement inattendu, suggérant que des éruptions volcaniques se seraient produites sur la Lune il y a seulement 123 millions d'années. D'un point de vue géologique, cela équivaut à hier. Mais une question majeure se pose. Cette activité représente-t-elle un danger pour nous sur Terre? Nous savons depuis longtemps que la Lune a été le théâtre d'une intense activité volcanique, comme en témoignent les vastes régions sombres de sa surface, appelées mers lunaires. Ces plaines obscures, qui marquent le visage de la Lune, sont en réalité d'anciennes coulées de lave datant de 3 à 3,8 milliards d'années. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient que ces traces marquaient la fin définitive du volcanisme lunaire. Or, les échantillons rapportés par Chang'e 5 contenaient de minuscules perles de verre, dont 3 en particulier ont révélé un fait extraordinaire. Elles se sont formées à la suite d'éruptions volcaniques il y a environ 123 millions d'années. La marge d'incertitude est remarquablement réduite, à seulement 15 millions d'années. Cette découverte revêt une importance capitale en raison de la composition et de la rareté de ces perles. Mesurant entre 20 et 400 microns, soit moins qu'un grain de sable, elles sont d'origine volcanique. Ce détail les distingue de la plupart des autres perles de verre lunaires, qui résultent généralement d'impacts météoritiques. Les chocs météoritiques produisent du verre en faisant fondre la roche lunaire sous l'effet d'une chaleur et d'une pression extrême, formant ainsi de minuscules billes vitreuses dispersées à la surface. En revanche, les perles volcaniques découvertes dans l'échantillon de Chang'e 5 proviennent de l'éruption de magma depuis les profondeurs de la croûte lunaire, qui s'est solidifiée en verre en atteignant la surface. Grâce à la datation uranium-plomb, qui permet de mesurer la désintégration de l'uranium en plomb au sein des perles, les scientifiques ont pu établir leur âge avec une précision remarquable. Les résultats indiquant que la dernière manifestation volcanique connue sur la Lune s'est produite au cours des 200 derniers millions d'années, ce qui, à l'échelle de son histoire, en fait un événement relativement récent. Cette découverte corrobore également des observations antérieures, portant sur des formations de surface atypiques, appelées Irregular Mare Patches. Ces structures, constituées de monticules lisses, entourées de terrains rocailleux, ont été identifiées pour la première fois en 2014 par le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Elles paraissent nettement plus jeunes que les autres reliefs lunaires et pourraient résulter d'éruptions volcaniques survenues il y a moins de 100 millions d'années. Avant l'analyse des perles de verre rapportées par Chang'e 5, ces formations constituaient l'un des indices les plus probants d'un volcanisme récent sur la Lune. Toutefois, faute de confirmation, leur origine demeurait incertaine. Désormais, ces billes viennent étayer de manière indiscutable l'existence d'une activité volcanique passée. Ces découvertes soulèvent de nouvelles interrogations sur les mécanismes internes de la Lune. Comment a-t-elle pu conserver suffisamment de chaleur pour alimenter des éruptions volcaniques? Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que la Lune s'était refroidie significativement après sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, rendant tout volcanisme impossible. En l'absence d'activité tectonique et d'atmosphère, la Lune aurait dû perdre sa chaleur interne depuis longtemps. Pourtant, ces perles de verre suggèrent l'existence de sources de chaleur localisées au sein de son manteau. Les chercheurs estiment que certains éléments radioactifs, tels que le potassium et le thorium, pourraient générer des poches thermiques capables de maintenir une température suffisante pour faire fondre la roche et provoquer des éruptions volcaniques ponctuelles. Ce n'est pas tout. Au-delà de la réécriture de l'histoire lunaire, cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les phénomènes lunaires transitoires. Ces manifestations, décrites par des astronomes amateurs sous forme de lueurs évanescentes ou de brumes fugaces, n'ont encore jamais pu être confirmées par des instruments scientifiques. Certains spécialistes les considèrent simplement comme des illusions dues à l'atmosphère terrestre. Pourtant, si la Lune abrite de petites zones d'activité volcanique ou de dégazage, les phénomènes lunaires transitoires pourraient être réels. Des émissions de gaz souterraines pourraient expliquer ces mystérieuses lueurs et indiquer une activité volcanique résiduelle sur la Lune. Si une activité volcanique persiste sur la Lune, les répercussions pour les missions futures pourraient être considérables. Dans les décennies à venir, les astronautes pourraient exploiter cette chaleur pour produire de l'énergie,
transformer la glace en eau, voire tempérer les bases installées sur la surface lunaire, où les températures sont extrêmes. Mais les avancées récentes en géologie planétaire ne se limitent pas à la Lune. Des observations suggèrent que l'activité volcanique pourrait être fréquente parmi les lunes extrasolaires. La détection d'une potentielle exolune volcanique en orbite autour de l'exoplanète WASP-49b, située à environ 635 années-lumière, pourrait remettre en question notre conception des corps volcaniques. Jusqu'à présent, Io, lune de Jupiter, détenait le record d'activité volcanique, mais des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA pensent avoir identifié une nouvelle candidate. Les scientifiques ont repéré cette potentielle exolune en détectant un nuage de sodium autour de l'exoplanète. Or, la présence d'un tel nuage est inhabituelle dans les atmosphères planétaires et pourrait être le signe d'une activité volcanique. Celui observé près de WASP-49b se distingue par son comportement erratique. Il change de taille, se déplace de façon imprévisible et occupe un volume bien trop important pour s'expliquer uniquement par l'atmosphère de l'exoplanète. Tout porte à croire que cette masse gazeuse proviendrait plutôt d'une exolune volcanique en orbite. Les lunes volcaniques comme Io libèrent de grandes quantités de dioxyde de soufre, de sodium et de potassium, formant d'immenses nuages autour de leur planète hôte. Io, par exemple, émet régulièrement assez de gaz pour créer une enveloppe qui s'étend jusqu'à 1000 fois la taille de Jupiter autour de la dite planète. Si un phénomène similaire se produit à proximité de WASP-49b, cela renforcerait l'hypothèse d'une exolune active. Des observations menées à l'aide du très grand télescope de l'Observatoire européen austral au Chili semblent étayer cette théorie. Le nuage de sodium se trouve à une grande altitude élevée, bien au-dessus de l'atmosphère de l'exoplanète, et adopte un comportement incompatible avec l'orbite de 2,8 jours terrestres de WASP-49b. Ces indices suggèrent fortement qu'il provient d'un corps distinct, probablement une lune volcanique active. Par ailleurs, WASP-49b et son étoile hôte sont essentiellement composés d'hydrogène et d'hélium, rendant la présence d'un tel nuage de sodium encore plus inhabituelle. La quantité de sodium libérée, plus de 100 000 kg par seconde, trahirait la présence d'une source volcanique exceptionnellement puissante. Si l'existence de cette exolune est confirmée, ce serait la toute première découverte d'une exolune volcanique. Dans notre système solaire, Io demeure l'astre de référence pour l'étude des lunes volcaniques. Récemment, la sonde Juno de la NASA a capturé certaines des images les plus rapprochées d'Io depuis la mission Galileo, menée il y a plus de 25 ans. L'activité volcanique intense de cette lune résulte du réchauffement par effet de marée, provoqué par l'attraction gravitationnelle de Jupiter et de satellites voisins comme Europe. Ce jeu de force crée d'énormes frictions internes, libérant la chaleur qui alimente en continu les éruptions volcaniques d'Io. L'une des découvertes récentes les plus marquantes de Juno est l'apparition d'un volcan inconnu au sud de l'équateur d'Io. Ces clichés révèlent une vaste région volcanique complexe, s'étendant sur environ 180 km². Le plus surprenant, aucune trace de ce volcan n'apparaissait sur les images capturées par Galileo en 1997. Cette formation s'est développée à proximité du volcan Kanehekili, déjà répertorié. Selon les chercheurs, l'émergence de cette structure illustre l'évolution dynamique de la surface d'Io. La majorité des volcans concentrent dans sa région équatoriale, où les forces de marée exercent leur influence maximale. Les éruptions les plus violentes dégagent d'épais nuages de gaz soufré et donnent naissance à des coulées de lave. Ces phénomènes recouvrent Io de dépôts multicolores, riches en soufre. Une image prise par Junocam à environ 2500 km révèle Io sous un éclairage saisissant, illuminé par la lumière solaire réfléchie par Jupiter, offrant une vue spectaculaire de son paysage volcanique en perpétuelle mutation. Bien que ces observations fournissent de précieux détails, le volcanisme d'Io conserve de nombreux mystères. Les scientifiques s'interrogent notamment sur l'influence du réchauffement par effet de marée sur la structure interne de la Lune et sur l'éventuelle présence d'un océan de magma souterrain. Ils cherchent également à comprendre les mécanismes qui déclenchent les différents types d'éruptions.
panache gazeux ou coulée de lave, et la manière dont les gaz volcaniques modèlent la surface et l'atmosphère ténue d'Io. L'étude des lunes volcaniques d'Io à la potentielle exolune de WASP-49b permet de mieux comprendre l'influence des forces de marée sur l'activité volcanique. Sur les lunes glacées comme Europe, ce phénomène maintient des océans liquides sous la surface, offrant un cadre propice à l'émergence de la vie. Sur Io, en revanche, l'absence d'océan transforme ces forces en un puissant moteur volcanique. Si des exolunes volcaniques existent réellement, comme celle qui pourrait orbiter autour de WASP-49b, leur découverte nous aidera peut-être à recenser d'autres corps volcaniques à travers la galaxie. Les avancées technologiques ne cessent de progresser, et au cours de la dernière décennie, la résolution des images de la surface lunaire s'est considérablement améliorée. De nombreuses cavités ont été découvertes à sa surface, certaines d'entre elles présentant des dimensions impressionnantes. Les plus grandes atteignent des centaines de mètres de profondeur. Cependant, les technologies actuelles ne permettent pas encore d'étudier en détail le fond de ces gouffres. C'est pourquoi une récente découverte suscite l'étonnement. Il semble que ces immenses cavités puissent s'enfoncer profondément dans la roche lunaire. Une découverte révolutionnaire. Examinons pourquoi cela est si important. Regardez cette gigantesque grotte souterraine. Leonardo Carrer et Lorenzo Bruzzone, de l'Université de Trente, se sont réjouis de pouvoir enfin confirmer l'existence de telles structures sur la Lune. Ils ont analysé des images prises par l'instrument Mini-RF, embarqué à bord de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter en 2010. La résolution des images initiales n'était pas exceptionnelle. Les chercheurs ont donc dû accomplir un travail considérable en utilisant des techniques modernes d'analyse des données et de modélisation. Mais commençons par l'essentiel. Pourquoi cette découverte est-elle si importante ? Plutôt que de construire des habitations sur la surface de la Lune, il pourrait être envisageable de vivre à l'intérieur de ces cavités naturelles. Elles offriraient une protection contre des dangers tels que les radiations spatiales nocives, les variations extrêmes de température et même les impacts de météorites. Selon Wes Patterson, planétologue à l'université Johns Hopkins, bien qu'il soit encore nécessaire d'apporter des matériaux depuis la Terre pour rendre ces grottes habitables, leur utilisation serait bien plus simple et économique que l'installation de bases en surface. D'après les données collectées, la grotte mesure environ 45 mètres de large pour 80 mètres de long, soit une superficie légèrement inférieure à celle d'un terrain de football. Elle est située dans un gouffre profond, connu sous le nom de Mare Tranquillitatis, vraisemblablement formé par l'effondrement d'un ancien tube de lave. Bien que la Lune n'ait plus de volcan actif aujourd'hui, sa surface était recouverte. Il y a des milliards d'années de coulées de lave qui s'écoulaient à travers des vallées, créant ces tunnels sous la surface. Avec le temps, certains de ces tunnels de lave sont devenus instables et se sont effondrés, formant des gouffres comme celui qui nous intéresse ici. Le Lunar Reconnaissance Orbiter, ou LRO de la NASA, a déjà identifié plus de 200 de ces cavités sur la Lune. Cela signifie qu'il pourrait exister des centaines de grottes cachées à explorer sur notre satellite naturel. Lors de la publication de leurs conclusions dans Nature Astronomy, les chercheurs ont suggéré que ces grottes pourraient offrir aux astronautes un lieu sûr pour vivre et travailler, les protégeant des conditions extrêmes de la Lune. Et ces conditions sont effectivement redoutables. L'un des principaux défis de la vie sur la Lune réside dans ces températures extrêmes. La surface lunaire devient brûlante en journée, atteignant environ 120 degrés Celsius avant de chuter en dessous de moins 130 degrés pendant la nuit. Cependant, à l'intérieur des grottes, les températures pourraient rester beaucoup plus stables. Une étude distincte menée en 2022, basée sur des simulations informatiques, a prédit que certaines de ces cavités pourraient maintenir une température confortable avoisinant les 17 degrés. Une situation bien plus facile à gérer, n'est-ce pas ? Malheureusement, accéder à ces grottes ne sera pas une mince affaire. La grotte de Mare Tranquillitatis se trouve à plus de 120 mètres sous la surface, au fond d'une pente raide recouverte de débris instables. Il faudra faire preuve d'ingéniosité pour concevoir des solutions permettant d'aller et venir en toute sécurité. Parmi les options envisageables, on pourrait envisager des propulseurs individuels, un ascenseur lunaire ou d'autres technologies innovantes pour transporter les astronautes. De nombreuses découvertes restent également à faire. Les technologies radar pourraient aider les scientifiques à identifier davantage de grottes et de tubes de lave sur la Lune.
À l'avenir, une sonde équipée d'un radar à haute résolution pourrait même cartographier l'intérieur des gouffres déjà repérés par le LRO. Selon les chercheurs, un relevé si exhaustif pourrait permettre de déterminer les emplacements les plus prometteurs pour établir des bases lunaires et mener d'autres explorations. Un autre avantage potentiel réside dans la possibilité que ces grottes contiennent de l'eau. Les scientifiques ont déjà découvert de l'eau glacée sur la Lune, enfouie sous la surface et dans des cratères perpétuellement ombragés. De petites quantités d'eau sont également dispersées dans le régolithe lunaire. L'eau étant une ressource indispensable pour toute base spatiale, en trouver dans les grottes rendrait l'idée de s'y installer encore plus réaliste. En somme, cette découverte pourrait transformer notre approche de l'exploration lunaire. Vivre dans les grottes naturelles de la Lune pourrait être une solution à la fois plus pratique et plus sûre que la construction d'habitations en surface. Cela nous rapprocherait également de l'objectif de faire de la Lune un lieu où l'humanité pourrait vivre et travailler à long terme. On a longtemps cru que la Lune s'était formée à la suite d'un énorme impact avec la Terre. Un corps céleste de la taille de Mars a pu s'enfoncer dans notre planète et faire éclater une partie de sa croûte. Les débris qui en ont résulté se sont alors rassemblés en une boule compacte qui est ensuite devenue notre Lune. Mais une question sème le doute chez les scientifiques. La croûte terrestre est pauvre en métaux, alors comment se fait-il que la Lune en contienne autant ? Les toutes dernières études rejettent cette théorie principale, et nous ne savons donc toujours rien avec certitude sur la naissance de notre satellite naturel. Sur la Lune, le fer est conservé en parfait état car il n'y a pas d'oxygène. Il ne peut tout simplement pas rouiller. Mais il y a quelques années, les scientifiques ont fait une découverte inattendue. Dans les régions les plus élevées de notre satellite, le fer s'oxyde et rouille bel et bien. Au début, cette découverte a rendu les astronomes extrêmement perplexes. La présence de rouille pourrait signifier que les gens peuvent respirer au moins dans certaines zones de la Lune. Mais ensuite, une explication s'est imposée. L'oxygène pourrait avoir atteint la roche sans vie depuis notre planète. En l'absence d'atmosphère, les vents solaires balaient la Lune sans relâche, et rien ne peut les arrêter. Ces éruptions pourraient arracher de l'oxygène aux couches supérieures de l'atmosphère terrestre et le transporter jusqu'à la Lune. Les molécules s'immobilisent alors aux points les plus élevés de la surface de la Lune. Cela expliquerait pourquoi les métaux ne s'oxydent pas au fond des ravins et surtout sous la surface de la Lune. L'eau sur Terre est une énigme pleine de mystères. La théorie la plus répandue est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement de puissants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous pouvons aujourd'hui prospérer. Mais une nouvelle avancée suggère un autre scénario. Dans l'espace, il y a tout un tas de matière organique, et dans des conditions spécifiques, cette matière pourrait créer tellement d'eau qu'elle suffirait à remplir nos océans 1 millier de fois. Les chercheurs ont mené une expérience dans laquelle ils ont chauffé cette matière organique et ont obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé par de futures études, cela pourrait signifier que même le pétrole est apparu sur Terre non seulement grâce aux restes fossilisés d'êtres vivants, mais qu'il est aussi venu de l'espace. Les changements climatiques dont nous sommes témoins s'inscrivent probablement en partie dans un cycle naturel. Des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Cruz ont imaginé un modèle dans les variations climatiques de notre planète, et il ressemble à des saisons extrêmement longues. Parfois, ces états peuvent durer des millions d'années, et ils sont tous liés à la façon dont la Terre est positionnée par rapport au Soleil. Ces saisons ont été surnommées Ice House, Cool House, Warm House et Hot House, en fonction des températures dominantes. Au cours des 3 derniers millions d'années par exemple, notre planète a été dans l'état Ice House, puisque la dernière période glaciaire ne remonte pas à si longtemps. Mais les activités humaines, en ajoutant à l'effet de serre, ont poussé l'état du climat vers l'état Warm House beaucoup plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sans nous. Lorsque cet état arrivera, la température globale de la Terre atteindra des valeurs tropicales, ce que la planète n'a pas connu depuis plus de 50 millions d'années. Revenons maintenant à la Lune. On peut la voir à différents endroits du ciel, de différentes tailles et même de différentes couleurs chaque nuit. La taille et l'emplacement sont assez faciles à expliquer. Comme la Terre tourne autour de son axe et tourne autour du Soleil, nous voyons la Lune voyager dans le ciel nocturne et se rapprocher ou s'éloigner de notre planète. Le fait qu'elle soit jaune vif ce soir et rouge sombre demain est plus complexe à expliquer. La couleur naturelle de la Lune vue de l'extérieur de l'atmosphère terrestre est gris brunâtre.
Depuis la surface de notre planète, cependant, elle peut varier beaucoup. Lorsqu'elle est vue juste au-dessus de nos têtes, elle semble généralement brillante et presque blanche, car sa lumière réfléchie traverse une couche relativement fine de l'atmosphère. Presque rien ne bloque et ne réfracte la lumière, si bien qu'elle apparaît très claire. La Lune peut paraître jaune, orange ou même rouge lorsqu'elle est vue juste au-dessus de l'horizon. L'effet est similaire à ce qui se passe au lever et au coucher du Soleil, lorsque le Soleil semble être rouge. La lumière parcourt un chemin beaucoup plus long pour atteindre tes yeux depuis cet endroit, et une grande portion de la partie bleue de son spectre est perdue. Cela transforme la couleur de la lumière en une variété beaucoup plus chaude. Notre satellite naturel peut aussi paraître bleu, et la raison en est la présence de fines particules dans l'air. Elles réfractent la lumière, de sorte que la Lune n'a jamais l'apparence qu'elle a en dehors de l'atmosphère. Mais quand les particules sont plus grosses que d'habitude, elles lui donnent cette couleur bleutée. Enfin, il y a de très rares moments où la Lune peut paraître violette. Personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit, mais les astronomes pensent que ce doit être une combinaison de l'atmosphère, des particules de poussière et peut-être d'autres choses. Il n'y a pas d'explication claire. Les tremblements de Lune n'appartiennent pas seulement à la science-fiction. Ils ne se produisent pas aussi souvent que sur notre planète, et quand ils le font, ils se produisent plus près du centre du satellite. Les scientifiques pensent que les tremblements de Lune pourraient être causés par la gravité de la Terre et du Soleil. Il y a aussi des tremblements de Mars. Pendant longtemps, la planète rouge a été considérée comme inactive d'un point de vue tectonique. Mais des observations plus récentes ont montré qu'elle connaît encore de faibles séismes de temps en temps. Tu ne pourrais probablement même pas les sentir si tu te tenais à la surface de Mars. Mais cela signifie que certains processus géologiques sont toujours en cours sous le paysage rouge et poussiéreux. Il n'y a pas de côté obscur de la Lune. Notre satellite est en rotation synchrone avec la Terre, ce qui signifie qu'il est toujours tourné vers nous du même côté, tandis que l'autre est toujours caché à nos yeux. Le Soleil est beaucoup plus loin de nous que la Lune, et il réchauffe et éclaire tour à tour un côté et l'autre de la Lune, tandis que nous tournons tous les deux en rond. Cela signifie que la Lune est éclairée par le Soleil d'un côté ou de l'autre, mais nous ne pouvons pas le voir de là où nous sommes. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. Elle s'éloigne d'environ 4 cm chaque année, ce qui signifie que dans 600 millions d'années, elle sera 23 000 km plus loin de la Terre qu'elle ne l'est actuellement. Ce délai est tout à fait symbolique. C'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. Il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties qui sont en permanence ombragées près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment percutées par des astéroïdes et des comètes qui contiennent de la glace d'eau. Ce processus pourrait même nous avoir aidés à obtenir nos propres lacs et océans, et pas seulement l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. La même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Pour ceux qui pensent que la Terre n'a qu'une seule Lune, il faut savoir qu'il y a 2 autres astéroïdes en rotation synchrone avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais a une sorte d'orbite synchronisée avec la planète. C'est pourquoi on dirait qu'il suit la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il suit son propre chemin spécifique autour du Soleil. Le deuxième suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique rapproche cet astéroïde de nous tous les 95 ans. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Le temps est différent sur la Lune et une année y est divisée en 12 jours, sachant que chacun est aussi long que nos mois. Les jours ont reçu des noms en l'honneur des astronautes qui ont marché sur la Lune. Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur dans toutes ses parties. L'épaisseur moyenne est d'environ 50 km, mais il y a des zones beaucoup plus minces et beaucoup plus épaisses. Cela est parfois dû aux cratères que l'on trouve sur toute sa surface, et il y a aussi de gros tubes creux en dessous. Un orbiteur lunaire a trouvé un de ces tubes il y a plusieurs années, et il est plutôt énorme. Bien que la forme du tube soit irrégulière, il pourrait contenir un terrain de football entier. Les scientifiques ne savent toujours pas ce qu'ils pourraient trouver dans ces profondeurs. Il pourrait s'agir d'un système de tunnel ou d'une merveille géologique. L'explication la plus répandue de cette chose est qu'il s'agit d'un tube de lave comme on en trouve aussi sur Terre.
Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se recouvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. As-tu déjà vu l'autre côté de la Lune? Bien sûr que non, mais tu l'as peut-être déjà vu en photo. Dans ce cas, t'es-tu déjà demandé pourquoi ces deux faces ont l'air si différentes? Eh bien, tu vas le découvrir. Beaucoup de gens pensent que si nous ne pouvons pas voir l'autre côté de la Lune, c'est parce qu'elle ne tourne pas autour de son axe. Mais ce n'est pas vrai. La Lune tourne bel et bien. Elle le fait simplement au même rythme que son mouvement orbital. C'est un cas particulier de rotation synchrone. La première fois que nous avons vu la face cachée, c'était seulement en 1959, grâce aux missions soviétiques Luna et plus tard au programme américain Apollo. Lorsque Luna 3 et d'autres vaisseaux spatiaux ont transmis les premières images du côté opposé de la Lune, ils ont révélé un hémisphère beaucoup plus cratérisé qui ressemblait davantage à Mercure ou à Callisto, la Lune de Jupiter. C'était complètement différent de ce à quoi l'on croyait jusqu'ici. Et c'est à ce moment-là que nous avons découvert à quel point l'autre côté est vraiment étrange. Sérieusement, regarde ça! La face visible peut se vanter d'avoir une croûte plus fine et plus lisse. Ces magnifiques taches sombres sont appelées mers lunaires. Ce sont les derniers vestiges d'anciennes coulées de lave. Et quand on dit anciennes, on parle de plus de 3 milliards d'années. A l'inverse, la croûte de la face cachée est plus épaisse et les cratères sont plus marqués. Les coulées de lave n'ont presque pas eu d'effet sur ces cratères d'impact. Elle est également dépourvue de toute mer de grande taille. La face cachée ressemble à du fromage blanc séché. Et honnêtement, tu ne trouves pas toi aussi que la face visible est bien plus jolie? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Donc, il y a à peine 50 ans, nous avons appris pour la première fois l'existence de ces différences apparentes. Mais les scientifiques ont ensuite découvert quelque chose d'étrange. Les deux côtés diffèrent jusque dans leur composition géochimique. Et pas seulement dans ce domaine. Notre côté est plus fin que le côté opposé de plusieurs kilomètres. Mais d'où proviennent ces différences considérables sur une simple boule de roche flottante? Pour les scientifiques, c'était un mystère. Ils se sont mis à formuler de nombreuses théories. La théorie de la Lune fondue a été prépondérante pendant un moment. Elle indiquait que c'est à cause de la Terre que notre Lune est ainsi. Cela s'est produit il y a plusieurs milliards d'années. La Lune est née à cause d'une collision. Un jour, un objet de la taille de Mars s'est écrasé sur la Terre. À ce moment-là, un morceau s'en est détaché qui est devenu plus tard la Lune. Cependant, ce morceau était environ 15 fois plus proche de la Terre qu'il ne l'est maintenant. Certains artistes ont créé des images de la soi-disant Lune primitive. Contrairement à notre mignonne petite boule blanche, la Lune primitive avait un aspect étrange de boule écarlate bouillonnante. Ce morceau ne nous a pas quittés après la séparation. Il est entré en rotation synchrone avec nous très peu de temps après. Après la collision, la Terre était encore un enfer incandescent, plein de feu et de lave. Elle bouillait à une température de 2500 degrés Celsius. Et comme la Lune a toujours été tournée vers nous d'un côté, ce côté un peu fondu, cela expliquerait pourquoi la surface de la Lune, ce qu'on appelle le manteau, est plus mince sur le côté proche que sur le côté opposé. Pendant l'ébullition de la Terre, certains éléments se sont évaporés de celle-ci. Ils se sont ensuite déposés sur la Lune. Cela expliquerait la différence de composition géochimique entre les deux faces. Mais il y avait une faille dans la théorie. D'où venaient les éléments chimiques rares et étrangers, comme ces isotopes inhabituels de phosphore, de potassium et de tungstène? Le côté visible en est rempli. Or, ils n'ont pas pu provenir de la Terre. Il existe aussi d'autres théories. L'une d'entre elles avance qu'au départ, nous avions deux toutes petites lunes. Plus tard, elles auraient fusionné, d'où la différence dans leur composition. Mais cette théorie semble un peu farfelue, sans compter qu'elle comporte une faille. Par exemple, la transition entre les deux faces est beaucoup trop douce. Si notre Lune était issue de la fusion de deux petites lunes, cette transition serait plus abrupte. Les scientifiques étaient donc un peu perdus sur ce point. Mais récemment, ils ont enfin compris ce qui est réellement arrivé à la Lune. Et c'est grâce aux orbiteurs Grail de la NASA qui ont passé plus d'1 an à tournoyer autour de la Lune, à la cartographier et à étudier sa composition. Grâce à ces données, les scientifiques ont créé près de 360 simulations informatiques. Celles-ci ont révélé diverses projections d'impact, d'objets de taille variée, voyageant à des vitesses différentes. Les scientifiques ont comparé les résultats avec notre Lune actuelle. Ils ont essayé de déterminer quelle simulation se rapprochait le plus de l'état actuel de notre satellite. Ainsi, ils ont finalement résolu ce mystère vieux de 50 ans.
La réponse consiste en une collision avec une planète naine il y a 4,3 milliards d'années. Cet énorme objet était légèrement plus grand que Cérès, qui est l'une des planètes naines de notre système solaire. Son diamètre est de 933 km, soit à peu près la taille de la France ou de l'Allemagne. Cet objet massif s'est donc écrasé sur la Lune, quelque part près du pôle Sud. Le choc a été si fort qu'il a changé l'aspect de la Lune pour toujours, laissant derrière lui une traînée de 5600 km. Il te faudrait environ 14 heures en avion pour parcourir cette distance. Ce cratère a recouvert toute la face cachée de la Lune. Il a endommagé son manteau et il a créé ce qu'on appelle le bassin pôle Sud-Aitken. Il s'agit d'un cratère d'impact dont le diamètre est de 2500 km, soit l'équivalent du Royaume-Uni et de l'Allemagne réunis. La formation de ce bassin a été un événement déterminant dans l'histoire de la Lune, et c'est le deuxième plus grand cratère d'impact du système solaire. La collision a également provoqué une puissante onde chaude qui s'est répandue sur la Lune. Cette vague a dispersé les restes de ces minéraux rares et chauds que les scientifiques ont trouvés sur la face visible. C'est ainsi que notre joli côté est devenu le foyer de ce qu'on appelle Procellarum Creep Terrain ou PKT en abrégé. Il s'agit en fait d'une anomalie de composition, une concentration de potassium, de phosphore et d'autres éléments rares comme le thorium. On peut dire que ces minéraux sont un cadeau pour nous de l'espace profond. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de collisions dans l'histoire de la Lune. Toutes n'ont fait que creuser ce cratère déjà grand. C'est pourquoi le manteau du côté visible est devenu de plus en plus mince au fil du temps. De plus, nos minéraux surdoués ont dégagé beaucoup de chaleur. Le manteau a donc fondu un peu plus, et encore plus. Cela a accidentellement provoqué le réveil des volcans lunaires. L'activité volcanique a augmenté sur le côté proche. D'intenses coulées de lave ont rempli les vieux cratères vides, et c'est ainsi qu'est née la magnifique mer lunaire. C'est à peu près comme ça que tout s'est passé. Toutes ces informations ont été obtenues grâce aux chercheurs des universités de Brown, Purdue et Stanford et du JPL de la NASA. La recherche a été publiée dans le Journal of Geophysical Research, Planets. Tu peux donc la lire plus en détail si cela t'intéresse. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur la Lune. La priorité première est la mission de retour du bassin pôle Sud-Aitken. Les échantillons prélevés là-bas seront utilisés pour déterminer plus précisément l'âge de la Lune, son histoire et la nature de la croûte et du manteau. Une autre cible cruciale est Moscoviense. C'est le nom d'une grande plaine de lave sur la face cachée de la Lune. L'étudier nous aidera à mieux comprendre la différence entre les deux faces et nous dira aussi comment l'autre face s'est formée. Toutes ces connaissances sont importantes pour comprendre l'histoire de la Lune, mais c'est aussi très pratique pour l'exploration spatiale en général. Les scientifiques utilisent la Lune comme point de référence pour déterminer l'âge d'autres planètes et de mondes entiers dans l'espace. La Lune nous aide à déterminer la chronologie du développement de l'ensemble du système solaire. Alors reste à l'écoute pour de nouvelles recherches et découvertes passionnantes. Neil Armstrong s'est préparé à sa mission sur la Lune pendant plus de 3 ans. Pour tenir face aux conditions de microgravité, il a dû apprendre à se déplacer latéralement et, attaché et suspendu à un certain angle, à marcher sur les murs. Il a aussi dû tester ses limites en suivant un régime alimentaire et un programme de sommeil très strict. Dans l'espace, il ne disposerait que de bœuf et de légumes déshydratés. À l'époque, les astronautes devaient passer du temps dans le désert, la jungle, en pleine mer et même en Arctique pour faire l'expérience des conditions les plus extrêmes. Aujourd'hui, les choses sont plus structurées, mais en ce temps-là, on lâchait simplement les équipages en pleine nature, sans provisions, en attendant de voir s'ils s'en sortiraient. Avant de voyager vers la Lune, il a dû recueillir et étudier des échantillons de roches dans le Grand Canyon, explorer d'anciennes formations volcaniques dans un site sécurisé du Nevada et examiner des évents de gaz et de lave, des lacs de magma et des cratères sur l'île d'Hawaï. Le 20 juillet 1969, on a servi à Armstrong un copieux petit déjeuner avant le décollage. Steak, œufs, pain grillé, jus et café. Il s'agissait de ce que les médecins appellent un repas à faible résidu et qui lui permettrait de ne pas aller aux toilettes trop rapidement. Il lui a fallu 109 heures et 42 minutes pour atteindre la surface de la Lune, dans une zone appelée la mer de la Tranquillité. Il a dû parcourir 386 242 km pour y arriver.
L'équipage aurait pu opter pour l'océan des tempêtes ou Sinus Medei. Mais ce premier site favorisait un bon atterrissage car la visibilité y était suffisante, la surface relativement lisse et sa distance permettait d'économiser du carburant. Lorsqu'il est arrivé à environ 150 mètres au-dessus de la surface lunaire, Armstrong a dû piloter la navette manuellement pour ne pas risquer d'atterrir dans un cratère dangereux. Il a manœuvré en survol pendant environ 1 minute et demie, déplaçant l'appareil avec précision afin de trouver une assise suffisamment stable. Une fois la navette posée, il a immédiatement envoyé un message désormais célèbre au centre de contrôle à terre situé à Houston, au Texas. L'Aigle a atterri. Il a ensuite descendu l'échelle du module lunaire, filmé par une caméra fixée à l'engin. La caméra transmettait les images vers la Terre, où des centaines de millions de personnes suivaient attentivement sa progression. À 22h56 précise, ce même jour, Armstrong a posé le pied sur le sol lunaire en déclarant « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Le planning indiquait que l'astronaute devait dormir avant d'aller marcher sur la Lune pour la première fois, mais Armstrong a choisi de sortir plus tôt que prévu. Manifestement, dormir était impossible. Si Armstrong était sorti de l'appareil sans le respirateur de sa combinaison, il aurait perçu une odeur étrange de moisi et de soufre. Il ne l'a senti qu'après être retourné à l'intérieur du module. De la matière avait adhéré à sa combinaison et l'odeur s'est répandue dans toute la cabine. Il l'a plus tard comparée à celle qu'on sent dans une cheminée humide ou celle qui flotte dans l'air après un feu d'artifice. Qui aurait pu imaginer qu'une bougie parfumée aurait été nécessaire dans une navette spatiale ? À part ceux qui sont allés sur la Lune depuis lors, personne n'a pu savoir précisément en quoi consistait cette odeur. Au retour de cette première mission, des échantillons de sol et de roches lunaires rapportés dans des récipients hermétiques ont été livrés à des laboratoires. Mais étrangement, une fois ceux-ci ouverts, aucune odeur n'a pu être constatée. Il a également affirmé que la surface de la Lune était ferme et poudreuse, et qu'il n'avait pas eu de difficulté pour se déplacer. Un autre membre de son équipage l'a rejoint environ 20 minutes plus tard. Leur promenade sur la Lune a duré un peu plus de 2 heures. Au cours de leur sortie, Armstrong et son coéquipier ont installé divers appareils sur la surface de notre satellite. L'un d'eux était destiné à mesurer précisément la distance entre la Terre et la Lune, en chronométrant le trajet aller et retour d'un rayon laser entre les deux corps spatiaux. Un autre était destiné à mesurer la probabilité des tremblements de Lune et des impacts de météorites, ce qui nous a appris que la Lune était bien vivante après tout. Nous savons aujourd'hui que les plus grands tremblements de Lune sont beaucoup plus faibles que les plus grands tremblements de Terre et que ces séismes peuvent durer près d'1 heure, soit beaucoup plus longtemps que sur Terre. Ils ont réussi à recueillir environ 23 kg d'échantillons de roches et de sol. Ils ont également pris de nombreuses photos du terrain et ont planté un drapeau américain. Armstrong a même eu l'occasion de s'entretenir avec le président Richard Nixon pendant moins d'1 minute. Pour finir, Armstrong devait aller explorer ce qu'on appelle aujourd'hui le cratère ouest, à 60 mètres de distance du module lunaire. C'est la plus grande distance parcourue depuis la navette lors de cette mission, à peu près les 2/3 d'un terrain de football. Une fois son travail terminé, Armstrong est retourné dans le module pour prendre un peu de repos. En se préparant pour le décollage, Armstrong et son équipage ont découvert qu'ils avaient endommagé l'interrupteur d'allumage du moteur d'ascension en le manipulant avec leurs gants. Ce n'est pas grave, se sont-ils dit, et ils ont utilisé un morceau de stylo pour actionner le disjoncteur et lancer la séquence de lancement. À 13h54, le célèbre Aigle a entamé son ascension. En plus des appareils installés sur la surface de la Lune, une plaque a également été posée. Elle dit « Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune, juillet 1969, après Jésus-Christ. Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. » Des années plus tard, Armstrong a dit que la NASA avait limité leur temps sur la Lune parce qu'ils ne savaient pas si les combinaisons résisteraient aux températures extrêmes de notre satellite. Moins de 127 degrés pendant la journée, à moins 173 la nuit. Les choses se sont un peu compliquées lorsque Armstrong a atterri sur Terre, car il avait été exposé à des particules spatiales inconnues. Conséquence, avec son équipe, ils furent placés en quarantaine dès leur retour, aussitôt après l'atterrissage de leur capsule dans l'océan Pacifique, le 24 juillet.
Ce confinement imposé aux astronautes d'Apollo 11 est l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui des micro-ondes dans nos cuisines. En revenant de leur mission, ils ont d'abord passé leur premier jour dans une installation de quarantaine mobile, dite MQF. Bien sûr, il y avait des fauteuils, des couchettes, des toilettes et des douches dans la MQF. Mais il ne restait pas beaucoup de place pour cuisiner de bons plats chauds. Comme il était impossible d'y installer un four ordinaire, mais aussi pour réduire les risques d'incendie, la NASA a dû faire preuve de créativité. Et c'est ainsi que le premier four à micro-ondes de cuisine a été mis au point. Les astronautes pouvaient maintenant facilement préparer leurs repas sans disposer d'une cuisine équipée. Aujourd'hui, tu peux voir ce micro-ondes dans un musée d'Oakland, en Californie. Après son retour sur Terre, Armstrong a déclaré qu'il ne chercherait plus jamais à atteindre les étoiles. Mais il n'a pas pour autant cessé d'explorer. En 1985, il s'est joint à une équipe professionnelle de grands exploreurs pour se rendre au pôle Nord. Il était accompagné de l'alpiniste Edmund Hillary, de l'aviateur Steve Fossett et du photographe Patrick Morrow. Et ensemble, ils ont atteint le pôle le 6 avril 1985. Armstrong a expliqué qu'il voulait voir à quoi ressemblait notre pôle glacé depuis la surface de la Terre. Et il ne l'avait jusque-là vu que depuis la Lune. La mission Apollo 11 fut néanmoins inoubliable pour Armstrong, car en 2015, la Smithsonian Institution a découvert qu'il avait gardé un sac en tissu rempli de différentes petites pièces provenant du module lunaire. Parmi celles-ci, son câble de ceinture, quelques lampes et leurs supports, une clé à molette d'urgence et le viseur optique qui était installé au-dessus du hublot du module d'Armstrong. Il contenait également la caméra d'acquisition des données qui a enregistré les images emblématiques d'Armstrong faisant son petit pas sur la Lune. Armstrong a gardé ce sac pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que sa veuve le retrouve parmi ses affaires. Il n'en avait même pas parlé à son biographe, qui lui avait pourtant demandé plusieurs fois s'il avait conservé quelque chose en souvenir de sa mission. Mais il n'y avait rien de clandestin dans son acte. Il a simplement affirmé, en rentrant, vouloir rapporter quelques petites choses sans importance. Un astéroïde, détaché de la Lune, s'est récemment rapproché de la Terre. Représente-t-il une menace pour nous? Kamo'olawa, également désigné sous le nom de 2016 HO3, tourne à une vitesse impressionnante en gravitant à proximité de notre planète. Pour simplifier, appelons-le HO3. Les astronomes l'ont repéré le 27 avril 2016. En comparaison avec d'autres astéroïdes, il est minuscule. Toutefois, sur Terre, il aurait la taille d'un petit immeuble, soit environ la moitié de celle de la grande roue du London Eye. Découvert depuis Hawaï, son nom peut être approximativement traduit par « un fragment oscillant ». Après l'avoir étudié, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un éclat de la Lune projeté dans l'espace à la suite d'un impact. Il existe une zone de la Lune appelée cratère Giordano Bruno, baptisée en hommage à un philosophe italien du XVIe siècle qui a payé ses idées au prix fort. Vue de l'espace, cette formation se distingue par d'immenses rayons de matière s'étendant sur plus de 150 km et demeurant encore lumineux. Leur présence suggère qu'un impact colossal s'est produit à cet endroit. Un témoignage historique évoque un événement inhabituel à ce sujet. En 1178, 5 moines, alors en voyage à Canterbury, en Angleterre, auraient observé un phénomène étrange sur la Lune. Selon eux, elle semblait se scinder, accompagnée de flammes et d'étincelles. Peu après, les ténèbres auraient envahi l'ensemble de sa surface. Au XXe siècle, des scientifiques ont mis la main sur ces archives et ont supposé que ces moines avaient observé la formation du cratère Giordano Bruno. Cependant, il a été découvert par la suite que ce cratère datait d'environ 4 millions d'années. Heureusement, car un tel impact, s'il s'était vraiment produit au XIIe siècle, aurait engendré un véritable chaos sur notre planète, en provoquant une gigantesque tempête de météores. Quoi qu'il en soit, notre HO3 est probablement un fragment de la Lune détaché lors de cet impact il y a 4 millions d'années. Heureusement, il n'y a pas lieu de paniquer. Lorsque les astronomes ont détecté ce fragment lunaire, ils ont rapidement tracé son orbite. Il s'avère qu'il ne nous percutera pas dans un avenir proche. Il sera notre quasi-satellite, pour au moins 3 siècles de plus, ce qui signifie qu'il suivra une trajectoire autour du Soleil, restant proche de la Terre sans entrer en collision. Son orbite, toutefois, demeure chaotique. Elle semble suivre un mouvement circulaire autour de notre planète, avec des oscillations constantes, se rapprochant et s'éloignant, montant et descendant. Et au XXIe siècle, son mouvement deviendra encore plus erratique, adoptant une orbite en fer à cheval,
qui l'éloignera progressivement. HO3 pourrait-il un jour entrer en collision avec la Terre? Peut-être. Mais un tel scénario pourrait se produire dans des millions d'années, lorsqu'il pourrait quitter son orbite actuelle pour entrer en collision avec la Terre, Vénus, ou même le Soleil. Il pourrait aussi être totalement éjecté du système solaire. Bien qu'il soit l'un des astéroïdes les plus proches jamais observés, il reste l'un des plus petits et des plus stables. Cette découverte ouvre également des perspectives fascinantes concernant la vie dans l'univers. Il apparaît que des roches peuvent voyager entre les corps célestes. Certains avancent l'hypothèse selon laquelle la vie pourrait s'être répandue à travers l'univers en voyageant sur ces roches, tel un taxi spatial. Ou, du moins, les éléments essentiels à la vie, comme le carbone. Peut-être que la vie est même parvenue sur notre planète en faisant du stop sur des roches provenant de Mars. Bien que HO3 ne porte probablement pas la vie, le fait qu'il puisse voyager pendant des millions d'années, transportant la matière tout en restant intact, vient renforcer cette théorie. Les astronomes envisagent d'envoyer un engin pour étudier HO3. En 2017, un groupe d'étudiants a suggéré d'utiliser un vaisseau spatial pour cela. L'administration spatiale nationale chinoise projette d'envoyer une sonde robotique vers HO3 aux alentours de 2025. Cette sonde devrait s'y rendre, récolter des échantillons, puis les ramener sur Terre pour analyse. Malheureusement, cet astéroïde est invisible à l'œil nu. Avec un diamètre d'à peine 130 mètres, il serait trop petit et trop faible pour être observé sans un télescope puissant. Cependant, il existe un autre astéroïde qui sera visible et promet d'être impressionnant. En 2029, un astéroïde de grande taille passera si près de la Terre qu'il sera visible à l'œil nu. Ne manquez pas cet événement car il s'agit d'une occasion unique dans une période de 1000 ans. Cet astéroïde, connu sous le nom de 2004 MN4, ou Apophis pour faire court, est bien plus grand que HO3, avec un diamètre d'environ 370 mètres. Ce passage sera le plus proche jamais enregistré. Cet astéroïde avait d'ailleurs provoqué une certaine panique en décembre 2004, car il existait une probabilité de 2,7% qu'il percute la Terre en 2029. La peur s'est alors emparée de nombreuses personnes. Le nom même, Apophis, fait référence au serpent maléfique de la mythologie égyptienne, une créature gigantesque combattant le dieu Ré et cherchant sans cesse à engloutir le soleil pour détruire le monde. Heureusement, grâce à des données plus précises, les scientifiques ont vite constaté qu'il passerait effectivement très près de nous en 2029, mais qu'il ne ferait que passer sans causer de dommages, tel un caillou tranquille. Une autre inquiétude, cependant, était liée à la possibilité qu'Apophis traverse un trou de serrure gravitationnelle pendant son passage rapproché de notre planète. Cela aurait pu accidentellement modifier son orbite. Et si un tel phénomène se produisait, il reviendrait sur Terre en 2036, un peu à la manière de la planète du film Mélancolia. Cependant, après de nouveaux calculs, les chercheurs ont écarté cette hypothèse. Apophis s'approchera toujours de la Terre en 2036, mais à une distance équivalente à celle de Vénus lorsqu'elle dépasse notre planète. Après cela, Apophis et la Terre suivront leurs trajectoires respectives. En moyenne, un astéroïde de la taille d'Apophis frappe la Terre environ une fois tous les 80 000 ans. Si un tel impact se produisait, il détruirait une vaste zone, provoquant des tremblements de terre et des tsunamis à l'échelle mondiale. Cependant, il ne déclencherait pas une apocalypse. Loin de là. Apophis ne sera visible qu'en Europe, en Afrique et en Asie occidentale. Ainsi, si vous souhaitez l'observer, vous n'aurez peut-être pas à voyager. L'astéroïde apparaîtra comme une étoile se déplaçant rapidement dans le ciel nocturne et brillera suffisamment pour être observé à l'œil nu. Il sera relativement facile à repérer la nuit, bien que les lumières des villes puissent compliquer son observation. Considérez un instant que ces astéroïdes ne sont pas les seuls à traîner dans les environs. Tant HO3 qu'Apophis font partie des astéroïdes de classe Apollon. Ce groupe d'astéroïdes possède des trajectoires qui croisent celles de la Terre. Ils représentent ainsi une véritable menace, car en traversant l'orbite terrestre, ils pourraient potentiellement s'approcher de notre planète, voire entrer en collision avec elle. Le premier astéroïde de ce groupe à avoir été observé est Apollon 1862, nommé d'après le dieu grec du Soleil. Découvert en 1932, c'est de lui que le groupe tient son nom. Cet astéroïde est encore plus imposant. Il mesure plus d'1 kilomètre de large. Il est si grand qu'il possède même une petite lune dans son orbite. De plus, Apollon ne croise pas seulement l'orbite terrestre, mais également celle de Vénus et de Mars. Petit fait amusant. Bien qu'il ait été le premier astéroïde de ce type à être identifié, les télescopes l'ont accidentellement perdu de vue pendant plus de 40 ans.
Les scientifiques ont donc simplement continué de recenser les astéroïdes visibles. Lorsqu'Apollon a été redécouvert en 1973, il n'était plus en tête de liste et a dû se contenter d'un numéro bien plus élevé. Apollon continuera de passer près de la Terre au cours des prochains siècles. En 2075, il se trouvera quelque part autour de Vénus. Cependant, il devrait passer sans heurts. En tout cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car les astronomes surveillent de près ces astéroïdes. Si un danger immédiat se présentait, nous en serions probablement informés. Pour qu'un astéroïde puisse anéantir totalement la vie sur Terre, il devrait avoir un diamètre supérieur à 10 km, à l'instar de celui qui a contribué à l'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années. Toutefois, ces astéroïdes sont si extraordinairement rares que d'ici à leur arrivée, il est possible que l'humanité ait déjà colonisé d'autres planètes. Notre projet d'exploration lunaire a vu le jour en 1969. Bien entendu, des obstacles ont émaillé notre parcours, mais les astronomes demeurent convaincus que nous retournerons bientôt sur la Lune, mieux équipés en termes de savoir et de technologie. Toutefois, une méthode vieille de 8 siècles pourrait s'avérer plus précieuse que les technologies GPS les plus avancées ou les fusées les plus performantes. On la désigne sous le nom de sphère de Fibonacci. Ce concept, mis en lumière par des chercheurs d'une université hongroise, pourrait offrir une nouvelle perspective sur la rotation lunaire et sur l'aplatissement de la Lune lorsqu'elle orbite autour de la Terre. Contrairement à l'image populaire d'astres parfaitement sphériques flottant dans l'espace, notre planète et son satellite ressemblent davantage à des ballons de football légèrement dégonflés, en raison des forces gravitationnelles, de leur rotation et des marées. Les systèmes GPS terrestres sont déjà adaptés à ces formes imparfaites, notre planète étant légèrement aplatie au pôle. De la même manière, si nous envisageons de concevoir un système de cartographie pour la Lune, il nous faut prendre en compte sa configuration spécifique, connue sous le nom de sélénoïde, l'équivalent lunaire du géoïde terrestre selon les scientifiques. Étant donné que la Lune est moins comprimée que notre planète, les chercheurs ont longtemps simplifié leur modèle en considérant le satellite comme une sphère parfaite. Cependant, avec l'avènement de projets ambitieux dans les prochaines décennies et la possibilité de missions humaines sur la Lune, une précision accrue s'impose. Les scientifiques insistent désormais sur l'importance de collecter des données précises afin de produire une représentation fidèle de la Lune. C'est ici que la sphère de Fibonacci entre en jeu. Cette méthode, utilisée par les mathématiciens pour répartir uniformément des points sur une sphère, a récemment permis de cartographier environ 100 000 zones lunaires à partir des données recueillies par la NASA. Les résultats obtenus ont été déterminants pour affiner notre compréhension de la forme lunaire. Ainsi, il a été établi que les pôles lunaires étaient plus proches du centre que l'équateur de près d'un demi-kilomètre. Ce détail, bien que subtil, pourrait faire une grande différence. En ajustant les logiciels GPS en conséquence avant de poser pied sur la Lune, nous pourrions éviter bien des déconvenues. Un tel niveau de calcul, inégalé depuis les années 60, renforce la préparation des scientifiques pour relever les défis des prochaines missions spatiales, car il a déjà fait ses preuves ici sur Terre. Ce n'est pas la première fois que les découvertes de Fibonacci sont mises à profit pour concevoir des solutions ingénieuses. Elles ont également trouvé des applications dans des domaines tels que la finance, l'agriculture et l'informatique. Mais d'où tout cela provient-il? Selon la légende, le mathématicien italien Fibonacci ne s'intéressait pas particulièrement aux suites mathématiques à l'origine, mais plutôt aux lapins. C'est ainsi qu'il a imaginé une énigme fascinante. Il s'est demandé ce qui se passerait si l'on plaçait un couple de lapins dans un espace donné pendant un an, tout en fixant certaines règles théoriques. Premièrement, chaque couple de lapins se compose d'un mâle et d'une femelle, et ces derniers peuvent recommencer à se reproduire après seulement un mois. Chaque mois, chaque couple donne naissance à une nouvelle paire de lapins. Enfin, tous les lapins sont supposés immortels pendant cette période d'un an. En réalisant les calculs, Fibonacci a obtenu cette série de nombres. 1, 2, 3, 5, 8, 13, et ainsi de suite. En observant cette série, on remarque que chaque nombre correspond à la somme des deux précédents. Les deux premiers représentent le couple initial de lapins. Ensuite, le nombre 2 désigne la première paire et leur première progéniture. Cette séquence intrigante a rapidement suscité l'intérêt des amateurs de mathématiques qui ont commencé à l'analyser de manière approfondie. Ils ont découvert que ce motif se retrouvait fréquemment dans la nature, que ce soit dans la disposition des feuilles sur une plante ou l'agencement des graines sur un tournesol. Il existe même une expérience simple que vous pouvez tenter pour explorer ce concept.
Munissez-vous d'un papier et d'un stylo, puis essayez de dessiner la spirale de Fibonacci. Commencez par un cercle minuscule, puis élargissez progressivement en suivant les nombres de la suite. Le premier cercle correspondra à un point, ou à 0. Le suivant mesurera une unité, suivi d'un autre cercle de même taille. Poursuivez ainsi, et vous verrez apparaître une spirale harmonieuse qui conserve sa forme, peu importe son agrandissement. Vous avez peut-être déjà croisé la spirale de Fibonacci utilisée comme symbole de l'hypnose. Bien que les preuves scientifiques à ce sujet soient limitées, ses effets sur la concentration et les nerfs optiques sont indéniables. Après avoir fixé une spirale en rotation, vous pourriez percevoir que les objets semblent rétrécir ou s'agrandir en fonction de la direction du mouvement. Cette expérience sensorielle explique pourquoi certaines personnes la décrivent comme hypnotisante. Cette fascinante série de nombres trouve sa place dans notre quotidien, parfois sans que nous en soyons conscients. Elle peut également avoir des usages pratiques, comme la conversion des miles en kilomètres. Prenons cette série. Choisissez deux nombres consécutifs, par exemple 13 et 21. Si vous effectuez les calculs, vous constaterez que 13 miles correspondent à environ 21 km. Le même principe s'applique à 34 et 55. La musique et les mathématiques semblent, à première vue, appartenir à des mondes différents. Pourtant, Mozart aurait probablement contesté cette idée. Ce génie musical aurait nourri, dès le début de sa carrière, une passion pour les chiffres. Il aimait dénicher des motifs numériques intrigants dans ses compositions, comme s'il dissimulait des messages secrets. Sa sœur se souvenait même de lui en train de griffonner des calculs sur les marges de ses partitions. Certains chercheurs avancent qu'il aurait expérimenté avec les nombres de Fibonacci, utilisant potentiellement leur ratio pour harmoniser ses œuvres. Et dans les autres formes d'art, on raconte que Léonard de Vinci intégra le nombre d'or dans ses créations emblématiques, telles que l'homme de Vitruve et la célèbre Joconde. Ce même motif se retrouve, par ailleurs, dans des merveilles architecturales comme le Parthénon, dont les colonnes judicieusement espacées témoignent de cette influence. La grande pyramide de Gizeh en serait un autre exemple marquant. Bien qu'aucune preuve officielle ne confirme ce lien, sa structure s'approche tellement du nombre d'or que cela ne peut qu'intriguer. Ce motif se manifeste également dans la nature qui nous entoure. Promenez-vous dans un jardin et observez des pommes de pin. Leurs écailles s'organisent selon un schéma similaire à la spirale de Fibonacci. Même le développement des os humains suit ces proportions. Notre corps illustre cette harmonie. Un torse, une tête, un cœur. Certaines caractéristiques corporelles rappellent aussi ce modèle. Les éléments en paire, comme nos bras, jambes, yeux et oreilles, suivent cette logique. Et pour le nombre 3, pensez à la structure de nos mains, divisée en 3 sections. Le poignet, la paume et les doigts, eux-mêmes segmentés en 3. D'ailleurs, la longueur des os de nos doigts respecte également ce ratio. Cette conception facilite leur mouvement, particulièrement lorsqu'il s'agit de saisir des objets. La suite de Fibonacci se retrouve dans la courbure des vagues océaniques et la manière dont les rivières se divisent et s'écoulent. Les phénomènes météorologiques ne font pas exception. Certains tourbillons et ouragans adoptant une formation et une propagation qui rappellent la spirale de Fibonacci. En élargissant notre perspective, on découvre que ces spirales ne se limitent pas à la Terre. Elles sont omniprésentes dans l'univers et ce n'est pas un hasard. La majorité des galaxies, y compris notre Voie lactée, prennent la forme de spirales. Voici pourquoi. Dans une galaxie jeune, les étoiles n'apparaissent généralement pas toutes simultanément. Certaines se forment plus rapidement, tandis que d'autres mettent plus de temps. Cette variation influence la gravité, qui agit différemment selon les zones et fait tourner la jeune galaxie comme un disque. Ce mouvement, combiné à des différences de gravité, étire la galaxie pour créer ses bras spiraux. À l'inverse, si toutes les étoiles apparaissent en d'un coup, la gravité tend à écraser la galaxie, lui donnant une forme ovoïde, un type de galaxie que les astronomes qualifient d'elliptique.